On a tous du sang qui circule dans nos veines, bien sûr. Mais que se passe-t-il vraiment au moment où on se coupe? Eh bien, une intervention d'urgence absolument incroyable se met en place, en quelques secondes à peine. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette première phase, la plus critique, l'hémostase primaire. C'est une question qu'on s'est tous posée, non? Et la réponse? Eh bien, elle nous plonge au cœur d'un véritable drame microscopique, d'une efficacité, mais redoutable. C'est le fruit d'une coordination parfaite, quasi militaire, entre toute une panoplie d'acteurs cellulaires et moléculaires. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan. D'abord, on va faire connaissance avec l'équipe d'intervention. Ensuite, on décortiquera leur protocole d'urgence en 4 étapes. On verra aussi ce qui se passe quand le système, quand il tombe en panne. Et pour finir, on fera le lien avec quelque chose que tout le monde connaît bien, les bleus. Allez, c'est parti. Qui sont les protagonistes de cette histoire? Pour comprendre comment tout ça fonctionne, il faut d'abord présenter les forces en présence. Ok, imaginez nos vaisseaux sanguins. C'est un peu comme des autoroutes. Le revêtement intérieur, qu'on appelle l'endothélium, est super lisse, anti-adhésif pour que tout glisse parfaitement. Mais dès qu'il y a une brèche, un accident, la couche juste en dessous, le sous-endothélium, se retrouve à l'air libre. Et là, c'est tout le contraire. C'est une surface rugueuse, super collante, pleine de collagène. C'est elle qui tire la sonnette d'alarme et qui lance toute l'opération. Et qui répond à cet appel d'urgence? Les plaquettes. Ce sont elles les premiers secours sur place. Il faut voir ces petits fragments de cellules comme les véritables héros de notre histoire, toujours prêts à intervenir. Et attention, les chiffres sont juste impressionnants. On parle de 150 000 à 400 000 de ces petites sentinelles dans un seul millimètre cube de sang. C'est énorme. Elles n'ont pas de noyau, donc leur durée de vie est assez courte, une dizaine de jours tout au plus, mais ça ne les empêche pas d'être des machines de guerre parfaitement équipées pour leur mission. Seulement voilà, une plaquette toute seule, même si elle est prête à agir, elle a du mal à s'accrocher à la paroi abîmée, surtout avec le courant sanguin. C'est là qu'intervient un acteur clé, le facteur de von Willebrand, le FVW. Le meilleur moyen de se le représenter, c'est comme un grappin. Il va se planter dans le collagène de la paroi exposée et hop, il attrape les plaquettes au passage pour les amarrer solidement. Bon, on a nos premières plaquettes bien ancrées grâce au grappin. Super. Mais maintenant, il faut construire une véritable barricade. Il faut lier toutes les plaquettes entre elles. Et pour ça, on a besoin d'un filet. C'est le rôle du fibrinogène. Pensez-y comme à un filet de sécurité ou un filet de pêche qui va créer des ponts entre chaque plaquette pour former un bouchon solide et cohérent. Ok, on a l'équipe au complet. Voyons maintenant le protocole d'intervention, la chronologie des événements, comment tout ce petit monde se coordonne pour former ce fameux clou plaquettaire. Eh bien, c'est un protocole ultra rapide, parfaitement huilé, qui se déroule en 4 étapes clés. Et tout s'enchaîne à une vitesse folle. D'abord l'adhésion, les plaquettes s'accrochent. Ensuite l'activation, elles se transforment. Puis la sécrétion, elles appellent des renforts. Et enfin l'agrégation, elles s'assemblent pour construire le bouchon. Adhésion, activation, sécrétion, agrégation. On va regarder ça de plus près. Alors l'étape 2, l'activation. C'est vraiment le moment où tout bascule. Ce n'est pas juste un mot, c'est une transformation physique, mais radicale. La plaquette, qui était un petit disque tout lisse, devient une sorte de boule hérissée de tentacules qu'on appelle des pseudopodes. Ce changement de forme la rend incroyablement collante et prête à s'accrocher à ses voisines. Et une fois qu'elle est activée, une plaquette ne se contente pas de changer de look. Non, elle sonne l'alarme générale. Elle ouvre ses soutes, ses granules et libère un cocktail de signaux chimiques. C'est comme si elle allumait les sirènes. Elle libère de l'ADP et de l'ATP pour rameuter d'autres plaquettes sur les lieux et du thromboxane 2 pour amplifier le message encore et encore. C'est une véritable réaction en chaîne. Et tout ça nous amène à la dernière étape, l'agrégation. C'est le moment de la construction. Notre fameux filet de sécurité, le fibrinogène, entre en scène et commence à lier toutes ces plaquettes activées et super collantes les unes aux autres. Et voilà, on a notre première barricade, la structure qui bouche la brèche. On l'appelle le thrombus blanc ou le clou plaquettaire. Ce système est d'une efficacité incroyable, on l'a vu. Mais il n'est pas infaillible. Alors que se passe-t-il quand un des engrenages se grippe, quand un acteur manque à l'appel? Eh bien, on bascule dans l'univers des troubles de la coagulation, des maladies hémorragiques. Regardons 2 exemples très concrets de maladies génétiques. Dans le syndrome de Bernard-Soulier, le problème c'est le récepteur qui doit attraper le grappin, le FVW. La plaquette n'a plus de main pour s'accrocher. Résultat, l'étape d'adhésion échoue. Dans la thrombasthénie de Glanzmann, c'est une autre main qui est défectueuse, celle qui doit attraper le filet de fibrinogène. Du coup, les plaquettes ne peuvent plus se lier entre elles. C'est l'étape d'agrégation qui est impossible. Et puis, il y a bien sûr la maladie de von Willebrand. C'est le trouble hémorragique héréditaire le plus courant. Et là, le problème ne vient pas des plaquettes, mais du grappin lui-même. Le facteur de von Willebrand est soit absent, soit il ne fonctionne pas correctement. Sans grappin, difficile de commencer le travail. Mais au final, comment est-ce que tout ça se traduit dans notre quotidien? Eh bien, prenons quelque chose que tout le monde connaît, un bleu.
Une ecchymose, c'est tout simplement le résultat visible de tout ce processus d'hémostase primaire qui se déroule sous la peau, après un choc qui a abîmé des petits vaisseaux sanguins. Donc, pour faire le point, l'hémostase primaire, c'est quoi? C'est cette première réponse, super rapide, à une blessure. C'est le moment où les plaquettes s'unissent pour former un bouchon temporaire et stopper l'hémorragie. C'est la toute première ligne de défense. Mais attention, ce n'est que le début de l'histoire. Retenons donc les points vraiment cruciaux. Premièrement, ce premier bouchon formé par les plaquettes est temporaire, il est encore instable. Deuxièmement, tout repose sur 4 acteurs clés: la paroi du vaisseau, les plaquettes, le FVW et le fibrinogène. Troisièmement, le protocole est toujours le même: adhésion, activation, sécrétion, agrégation. Et enfin, le moindre grain de sable dans cette mécanique bien huilée peut entraîner des troubles hémorragiques importants. C'est quand même assez fou de se dire que tout ce drame microscopique, toute cette cascade d'événements se déroule en quelques secondes à peine. C'est une réponse silencieuse, parfaitement chorégraphiée, qui nous protège absolument tous les jours sans qu'on s'en rende compte. Mais voilà, on a un bouchon, c'est bien, mais il est fragile. Il ne tiendrait pas longtemps. Alors la question c'est, comment le corps fait-il pour transformer cette réparation temporaire en une cicatrice solide et durable? Ah, ça, c'est le rôle de l'étape suivante, qu'on appelle la coagulation. Et c'est une toute autre histoire.